Salut, comment pêcher ces poissons? Et oui, nous allons parler de 3 espèces dans cette vidéo. Comment pêcher des gardons, comment pêcher des carpes et comment pêcher des brochets. Une généralité axée sur 4 grandes lignes pour chaque espèce. On va procéder poisson par poisson dans cette vidéo. Comment pêcher les carpes tout d'abord, quand, où, comment et le type d'appât dans les grandes lignes. Puis nous allons voir comment pêcher les gardons, pareil, quand, où, comment, le type d'appât dans les grands axes. Est-ce qu'on les pêche toute l'année, dans toutes les hauteurs d'eau? C'est l'objet de cette vidéo. Et on finira rapidement par comment pêcher des brochets. Également, est-ce que c'est aussi régulier, ça marche toute l'année et dans les grandes lignes avec quel type d'appât? Allez, on attaque tout de suite. Vous voyez, épisode 320 de cette chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner s'il vous plaît et de partager. Dans 2 jours, mercredi, je vous propose une vidéo comment localiser les carpes en étang, en rivière, en canal, dans les grandes lignes. Si vous arrivez sur une zone que vous ne connaissez pas, un étang ou une rivière, quelles vont être les caractéristiques essentielles à localiser sur votre lieu de pêche qui va nous définir ou nous donner des indications pour localiser les carpes. Et on attaque cette vidéo avec comment pêcher les carpes et surtout, d'abord, quand. La carpe va être une espèce qui va se pêcher toute l'année, vraiment du 1er janvier au 31 décembre, aucun souci, ça mord plutôt régulièrement. Il va y avoir néanmoins 2 grands axes, même 3. Une période très froide, c'est-à-dire de novembre à janvier-février, mais surtout décembre-janvier ou janvier-février, selon les zones où vous habitez où c'est très froid. Elles vont quand même mordre, mais ne pas se déplacer dans la journée. Donc, sur un étang, ce sera plus simple de comprendre. Les carpes, comment on les pêche quand il fait très froid sur la zone la plus profonde. Ça mord, hein? Bien joué, Francis. Zone la plus profonde pour pêcher les carpes en étang en hiver. Tout ce qui va être printemps intermédiaire, donc printemps-automne, vous allez aller sur des zones intermédiaires ou en bordure. Pour finir, comment pêcher les carpes en été? Ça va être au bord des berges, le plus au bord des berges, au bord des arbres, sous des arbres. C'est là où vous allez faire le plus de départs en moyenne sur une journée, car en plein été, le taux d'oxygène est très très bas au fond des étangs, au centre des étangs. Donc les carpes généralement vont monter soit en surface, soit sur les bordures pour s'alimenter. Où pêcher maintenant ces carpes? Eh bien, en étang ou en rivière, on va les pêcher plus, comme je viens de vous dire, sur des zones où il va y avoir à manger. Donc ça va être des embâcles, des arbres, des arbustes, en bordure de berges riches ou alors en bordure d'étang sur des berges riches en racines, joncs, carex, typha, etc. Parce que ça va être la zone qui va favoriser la production d'insectes et d'un point de vue naturel pour que les poissons s'alimentent, forcément ils vont taper sur ce qui existe dans le milieu aquatique. Donc le bord des berges ou se balader dans les blooms de phyto, de zooplancton, entre autres pour les carpes. Donc ça va être des petites boules, c'est ce que vous voyez des fois dans les étangs, vert, bleu, pas bleu, vert, marron, avec des teintes différentes de vert et de bleu. Bon, pour tout ce qui est fluo, c'est autre chose, des problèmes de cyanobactéries dans les étangs qui sont accumulés, on va pas rentrer là-dedans, des bassins versants ultra pollués, les étangs sont en partie l'égout de toute cette zone industrielle ou de village, de ville, donc il faut que ça arrive à un endroit. Cumulé à des périodes de forte chaleur, ça crée entre autres des de la cyanobactérie. Donc ça c'est vraiment le bordel sur certains plans d'eau, surtout très industrialisés. Mais revenons à nos carpes. Comment pêcher les carpes maintenant, vraiment d'une manière générale? Eh bien, le plus classique depuis les années après-guerre, forcément, ça va être la carpe opposée. Donc dans les années 60, 70, 80, les Anglais ont mis ça en route ou Hollande? Bon, je ne sais pas trop. Ça, c'est vrai que j'ai jamais poussé le détail à ce point-là. Mais sur le modèle pêche de posée, nos ancêtres et nos grands-parents pêchaient les carpes à la patate. Donc c'est toujours dans les mœurs entre générations, cette transmission. Si vous avez la chance de côtoyer un grand-parent qui vous transmet cette passion de la pêche. Donc maintenant, ça a hyper évolué la pêche de la carpe. On va aller pêcher avec plein de techniques. Donc depuis les années 90-95, on a commencé à les pêcher au cou. On a eu les premiers challenges en carpe au cou en France, dans le nord de la France, même si en fait ça commençait déjà beaucoup plus tôt en Angleterre
et c'était ce qui était appelé le modèle Fischerie. Donc une grosse concentration de carpe dans un plan d'eau, c'est ce qu'on va parler depuis quelques années sur le modèle Carpodrome. Et bien voilà comment ça a commencé. Et maintenant, on va pêcher la carpe, évidemment toujours en pêche opposée, donc la batterie classique avec 3 ou 4 cannes, on pêche la nuit, la centrale, c'est une pêche hyper intéressante parce que là on va vraiment aller très loin dans notre recherche et surtout quand vous avez l'habitude que vous commencez à aller chercher des poissons spécimens, c'est quelque chose d'assez fascinant, que vous avez un peu de moyens sur de la déposer en bateau, à les mettre en barque sur des fosses, c'est hyper intéressant de comprendre comment les spécimens vont s'approprier entre guillemets une zone de vie, se balader partout ailleurs, mais revenir tous les jours à un endroit précis sur cette zone. Et ça, c'est des pêches ultra intéressantes. On finit avec comment pêcher les carpes. Le feeder, le méthode feeder, l'anglaise, le pole feeder et bien sûr la pêche en carpodrome, donc canne au cou classique qui se développe énormément pour pêcher les carpes depuis quelques années. On attaque maintenant et on finit cette vidéo, cette première partie, sur les 3 parties de cette vidéo, comment pêcher les carpes, avec les appâts. La carpe est un des poissons les plus curieux d'eau douce, c'est phénoménal. Pour le petit aparté, c'est le 2e poisson le plus produit sur la planète, après le tilapia en termes d'eau douce. C'est pas pour rien parce que là, en termes de reproduction et de facilité de reproduction sur les alevins, il y a beaucoup de nombres avec une femelle et c'est assez facile les premières phases larvaires, surtout dans le milieu naturel. Et en élevage, quand on a compris le truc, c'est aussi également assez facile. Un poisson qui va grossir plutôt très rapidement, donc intéressant à produire. Essentiellement en Asie, en Chine, et puis en Europe, on parle un peu de marché de la carpe. Bon, nous pour la pêche, on en mange très peu en France, mais pour vous donner un exemple, en Allemagne, eh bien, il y a un beau marché sur les petites carpes, où ils vont manger des petites carpes, surtout entre 1 et 2 kg, c'est ce qui est plus apprécié. Juste derrière, en première production, c'est le tilapia, un poisson qui se reproduit extrêmement facilement, encore mieux que des lapins, c'est un truc de fou. Et donc voilà pour l'aparté. C'est pour ça, entre guillemets, également, ce poisson grossit vite et ces carpes vont grossir vite, mais elles sont ultra curieuses. Elles vont s'alimenter de plein de choses. Et d'un point de vue pêche, on va retrouver un peu la même logique où on va pouvoir en prendre à énormément de choses. Dans les grands axes, ce qui est utilisé le plus, on va dire en France en méthode classique, carpe opposée. Et puis je vous parle un petit peu de carpe au cou avec le développement des pelés mous juste après. Donc ça va être des pelés durs et des pelés mous. Mais dans les grandes lignes, on va pêcher la carpe à la bouillette. Donc il y a eu forcément plein de bouillettes sur le marché, plein de marques. Et chaque marque a sa bouillette un peu fétiche, son produit phare. Je ne vais pas vous le citer là ou vous expliquer là les produits phares de chaque marque, mais on y reviendra plus tard sur cette chaîne. Il va y avoir 2 ou 3 produits phares chez Mayline, du Nash, du Rod. Ils ont tous leurs produits et leurs bouillettes qui marchent un peu plus. Pareil chez Starbaits, toutes les marques vraiment ont leurs petits tapas et leurs choses qui marchent vraiment bien. Mais dans les grandes lignes, la bouillette a vu une évolution, surtout dans la présentation de l'appât depuis quelques années. On va parler de micro-bouillettes, de dumbbell, de bouillettes flottantes. Ça, c'est hyper intéressant. Pas forcément pour proposer vos appâts comme les bouillettes classiques sur le fond, mais pour les proposer sur des zones différentes. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans comment pêcher les carpes. C'est à la fois super curieux, donc ça va tout goûter, c'est assez simple, mais sur des zones plutôt assez pêchées, je pense notamment à des étangs, parce qu'en rivière, canal, c'est quand même des zones un peu moins pêchées de manière générale. La carpe, elles sont un peu moins piquées, donc c'est vrai que ça peut être intéressant quand on a compris où elles sont. D'où la vidéo dans 2 jours éventuellement si ça vous intéresse, mais la présentation a une hauteur d'eau différente et surtout en jouant sur les couleurs. Ça va être un peu la force d'un dumbbell fluo qui va être ailleurs que où les poissons ont toujours eu l'habitude d'être pêchés sur le fond de l'étang depuis des années. Le dumbbell est décollé, elle va venir goûter quand même par curiosité et recracher. Sauf qu'entre deux, si vous avez bien proposé votre hameçon, eh bien elle va se piquer. D'où l'intérêt de présenter d'autres appâts. Le chènevis est une base hyper intéressante quand vous faites une pêche rapide, notamment de soir, c'est le top, pour attirer des carpes rapidement sur un coup.
le matin, la journée, mais surtout le soir, c'est royal. Parce que la carpe ne va pas pouvoir s'empêcher. Elle n'est pas forcément addicte au chènevis, mais par contre, les caractéristiques organoleptiques du chènevis eh bien, vont super bien correspondre à ce que la carpe a besoin dans son métabolisme pour bien assimiler et bien grandir ou bien produire des réserves. Les réserves vont être consacrées soit à la production d'ovocytes, donc des œufs de carpe pour les femelles, soit pour grandir tout simplement. Allez, on est pas mal avec cette première partie de comment pêcher les carpes, quand, où, comment et une base d'appât dans les grandes lignes. Mais je vais vous faire plus tard sur cette chaîne des vidéos beaucoup plus détaillées et on verra des schémas, des photos, on sera au bord de l'eau pour comparer tout ça sur ce qu'on vient de voir. On attaque maintenant avec comment pêcher les gardons. Deuxième partie de cette vidéo, comment pêcher les gardons, c'est parti. Quand on va être sur la même logique que les carpes toute l'année. Par contre, c'est hyper intéressant avec le gardon, c'est sur sa concentration et son appétit, son appétence qui va être vraiment liée à la fois à la production naturelle de votre lieu de pêche, mais également là au taux d'oxygène et la température dans l'eau. Taux d'oxygène, température de l'eau, thermocline des eaux vont être intéressantes pour le déplacement de ces espèces, entre guillemets, des gardons. Mais les gardons, entre les alevins, des jeunes gardons, des beaux gardons et des très gros gardons, vont se déplacer généralement en bancs. Des bancs spécifiques qui vont pouvoir être différents sur les couches d'eau. On peut retrouver ça par exemple sur le lac Léman, c'est assez intéressant à voir si on se balade avec des échosondeurs, surtout en fonction de la productivité des thermoclines, des bancs, toute espèce, mais c'est vrai qu'on a un peu cette notion-là toute l'année à comprendre et à avoir dans sa tête pour pêcher les gardons. Donc, une pêche qui se pratique vraiment généralement sur le fond, sauf qu'on va retrouver quand il fait très très chaud, notre détail avec très peu d'oxygène en plein été. Donc des pêches de gardons en plein été en étang peuvent se faire à mi-eau ou à tiers d'eau. Surtout si votre étang ou votre lieu de pêche propose une belle population de rotangles. Au printemps et en été, une pêche de rappel ou pinky asticot, on parle un peu des appâts, mais ça va être génial pour les gardons. Allez, je me reconcentre sur quand. On a parlé du printemps, de l'été. Donc comment pêcher les gardons printemps-été, c'est ok. Mais sur les périodes froides, automne, hiver, c'est là où vous allez faire vos plus belles pêches de gardons. Peu importe où vous pêchez. Étang, forcément, si c'est gelé, que vous êtes en plein hiver, c'est compliqué. Mais généralement, les canaux ou les rivières ne vont pas geler. Une rivière, ça gèle pas. Un canal, ça va geler exceptionnellement. Et là, vous allez me chercher et me trouver des zones. Sur une rivière, c'est moins gênant parce qu'il va y avoir de l'alimentation toute l'année dans les grandes lignes, ou tout du moins une capacité alimentaire et beaucoup plus de niches écologiques, de production de cet écosystème aquatique rivière pour que les gardons s'alimentent régulièrement toute l'année. Donc c'est plus simple d'en pêcher quand on a bien compris comment présenter notre éche en rivière. Ça va juste être une histoire de présentation de ligne et de bien caler sa ligne, de bien mettre ses plombs pour que notre éche soit bien présentée. On va voir ça avec les montages de lignes spécifiques pour les pêches au gardon, à la brème, en rivière, en canal, sur cette chaîne. Et on est avec nos gardons en plein hiver ou en automne. Ça va être hyper intéressant de trouver les zones les plus profondes pour présenter nos appâts. Des amorces foncées, s'il vous plaît, beaucoup plus intéressant sur les zones et les périodes froides, automne, hiver. Amorces noires éventuellement. Pour le gardon, n'hésitez pas à vous mettre une petite épice, un peu n'importe quelle épice. J'ai testé plein d'épices, ça marche vraiment très bien. Le gardon apprécie. On va voir ça dans la conception des amorces gardons ensemble, amorces faites maison. Ça va venir sur cette chaîne. Et puis voilà, dans les grandes lignes, pour comment pêcher les gardons avec la période de l'année. Maintenant, on va parler de où. Où pêcher les gardons durant toute une saison. Et en fonction des milieux, eh bien, on va dire dans les zones les plus profondes
automne-hiver comme je viens de vous dire, et puis dans les zones les plus productives. Et là, j'avoue qu'il va vous falloir un peu plus d'expérience, c'est vrai, sur les périodes de pêche de gardons assez compliquées, printemps-été, parce que là, ils vont vraiment être dans la suivi des couches de déplacement de phyto et de zooplancton. Et là, on rentre beaucoup plus dans le détail. C'est un peu compliqué d'aborder ce sujet-là parce qu'il y aurait plein de choses à dire sur les températures, les luminosités, la richesse des étangs qui va être à la fois liée à la richesse du milieu aquatique mais aussi à la richesse végétale autour des étangs, ou alors à la richesse en amont des étangs, soit sur un bassin versant, soit sur de la nappe qui va donner une capacité à produire dans l'étang certaines espèces en dessous. Ça peut être également dû à plein d'autres facteurs. Les oiseaux ne sont pas négligeables dans le transport de plein de choses, et puis la saineté, entre guillemets, de l'environnement de là où on pêche, surtout en termes de pesticides. Moins il y a de pesticides, forcément plus il y a d'insectes, plus ça va tourner autour de l'eau, mais tous ces insectes de salamandres, grenouilles, insectes multiples, les oiseaux, les reptiles autour, ça crée en permanence des niches pour tout ça, qui va avoir un impact sur la production de la qualité des micro-organismes dans l'eau, qui va être la base d'alimentation de nos gardons. Donc les gardons, ils suivent tout ça. Allez, maintenant, comment pêcher ces gardons? Ça, c'est une sacrée histoire et je peux vous dire que j'ai fait des milliers de pêches au gardon. C'est ma pêche que j'ai le plus pratiquée en étant en canal, en rivière. Étant à l'origine du nord, près de l'île, forcément, c'est un peu la pêche qui domine entre guillemets et la pêche qu'on pratique le plus en termes de concours. Et comme j'ai fait des concours pas mal d'années, je me suis un peu spécialisé là-dedans d'une manière naturelle, étant passionné de pêche. Et du coup, comment on va pêcher ces gardons? Ça va être pêche au cou, des lignes très fines, ça peut être également au feeder ou à l'anglaise, hein. Mais là je vous dis un peu plus dans le détail sur ce qu'on va venir sur cette chaîne. Donc on va parler vraiment dans le détail des lignes pour le gardon, des caractéristiques des lignes en étang, en rivière, en canal, en fonction des profondeurs et en fonction des gardons ciblés. Parce que si c'est du gardon entre 10-15 grammes de moyenne, du gardon 40 grammes de moyenne ou du gardon de 70-80 grammes de moyenne, c'est pas les mêmes lignes, pas les mêmes diamètres de fil, pas les mêmes types de fil pour la rigidité, pas la même hauteur de bas de ligne et pas la même présentation d'èche, voire type d'èche. Entre mettre du fouillis dans la morse, c'est vraiment une base intéressante pour attirer et fixer des gardons. Pêcher au vara de vase quand c'est compliqué sur certains canaux ou étangs, c'est très intéressant, notamment en termes de concours. Mais il y a également l'apport Pinky Asticot qui marche très bien pour les gardons. Donc ça va être un peu un combo à vous présenter ultra dingue sur cette chaîne d'un point de vue pêche au gardon. Donc on finit avec canne au cou classique. J'ai pas mal de retours d'entre vous sur des questions et merci de continuer de poser. N'hésitez pas, allez-y, poser des questions dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette chaîne et si vous voulez que je développe d'autres questions. N'hésitez pas, dites-le moi, vous mettez en commentaire et puis je reviens quelques temps après sur cette chaîne en répondant à votre question. Ça peut être super intéressant. D'ailleurs, une grande partie des vidéos de cette chaîne, avec toute la playlist comment, sont issues de vos questions à la base et que je vous partage. Donc merci beaucoup. Ça m'aide énormément à développer la chaîne. Canne au cou classique, 11 mètres, 10 mètres. Parce que beaucoup d'entre vous demandent quel type de canne j'achète, quelle longueur de canne. Si vous êtes dans un étang classique que vous pêchez une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois, vous faites 6, 8, 10 pêches à l'année et vous appréciez, achetez-vous une canne de 8 à 10 mètres, parce que je vous dis 8, je n'aurais pas dit ça il y a 10 ans, mais maintenant c'est vrai que les cannes de 8-9 mètres sont hyper accessibles, donc ils ne coûtent vraiment presque plus rien pour leur qualité, surtout pour de la pêche au gardon. Achetez une canne de 11 mètres 50 si vous êtes dans ce profil et dans cette régularité dans vos sorties pêche, c'est parfait. Pas besoin d'acheter une 11 mètres 50. L'intérêt d'une 11 mètres va être vraiment si vous y allez très régulièrement, parce que ça va proposer la possibilité d'aller pêcher un peu plus loin aussi si les étangs sont surpêchés. Plus vous allez loin, moins les poissons vont être
habitués et donc ils vont être plus facilement pêchables à cette distance, même si en fait vos plus belles pêches de gardons, en début de saison, voire même en fin de saison, vous allez les faire au bord de la berge, sur ces zones où qui vont être très riches en termes de productivité naturelle des étangs, où les poissons vont se gaver en début de saison pour grossir, mais les gros qui viennent de frayer sont également là, et où toute cette population de poissons va se regrouper en octobre-novembre, profitant des derniers moments chauds de l'étang, donc du biotope aquatique, pour pouvoir s'alimenter et faire construire, continuer à développer leur réserve énergétique dans le but de la reproduction et de bien vivre tout simplement, de bien passer l'hiver. Ça joue également. Allez, on finit comment pêcher les gardons avec les appâts. Là, je vous ai donné depuis quelques minutes plein de notions là-dessus. Mais dans les grandes lignes, ça va être une amorce. Donc l'amorce, il en existe plein dans le commerce. Je vais développer et commencer les playlists. Ça va être assez costaud, je vous préviens, sur la conception des amorces, type d'amorce, les différentes amorces qu'on va utiliser d'un point de vue. Il y a plein d'abeilles, je m'en étais pas rendu compte, c'est hallucinant. Les différents types de farines qu'on va coupler. Des farines collantes, explosives, riches, peu riches, colorées, qui vont se lier, des sucrés, qui vont avoir des effets intéressants sur les gardons. Ensuite, on va avoir la présentation des appâts. Je vous ai dit, dans certaines circonstances, on va se faire des tapis, même en étant canaux, tapis avant nos amorces. Ça va avoir un rôle mécanique dans le temps sur l'action de l'amorce. Ensuite, on vient dans les appâts purs à échec. Plein de choses. Évidemment, si vous pouvez et si vous avez la capacité de prendre un petit peu de fouillis dans votre amorce sur le premier amorçage de tapis, c'est hyper intéressant pour pêcher au gardon. Mais maintenant, on va pouvoir contrer ça depuis quelques années avec du micro-pelé à mettre aussi dans nos amorces sur les premières èches. Le pelé vont être un peu plus riches, donc favoriser la concentration de gardons plus longtemps sur le coup. Il va y avoir aussi la notion de rappel hyper importante à développer. Ça va être compliqué, mais pour ça, il faut que vous compreniez en allant pêcher régulièrement, ça va être beaucoup plus simple. Et puis la notion d'èche directement. C'est vrai que avoir des beaux vers de vase pour la pêche de gardon, c'est génial. Ça va vous faire beaucoup plus de poissons. Maintenant, est-ce que c'est utile? En concours, j'ai envie de vous dire oui, presque tout le temps, mais pour aller pêcher comme ça, non. J'ai fait des super pêches de gardon au pinky ou à l'asticot où ça se passait très très bien. La fréquence de rappel et la richesse à l'intérieur des premières boules, puis est-ce qu'on va faire une pêche très riche en 2 ou 3 heures avec une amorce très riche en 2 ou 3 heures, ou alors une pêche avec une amorce un peu moins riche mais qui va s'étaler sur 4 à 7 heures dans la journée, ça va être des approches et des amorces différentes, surtout des mécaniques d'amorce différentes dans la façon dont va se délier la boule, ou de proposer soit un tapis, soit exploser et travailler sur la hauteur. Toutes des choses hyper intéressantes à vous développer. On finit avec les appâts pour le gardon. Avec ces appâts entre guillemets naturels, je ne vous ai pas dit pour la carpe, mais il y avait aussi le ver de terre, qui peut être intéressant, coupé également pour les gardons. Mais on va avoir tout ce qui va être chènevis, blé, maïs, hyper intéressant pour le gardon, le maïs est en plus pour les gros gardons, voire rotangles. Et puis les asticots, c'est vraiment hyper intéressant. Bon, ça coûte une blinde malheureusement selon les endroits, c'est un truc de fou. Le coût de l'asticot entre les années 2000 et 2020, il ne faut même pas regarder, ça fait flipper. Son évolution, sacré carpe qui a sauté. Et du coup, ça c'est hyper intéressant d'avoir des asticots sur des pêches d'amorce, sur des pêches de gardon, pardon, parce que ça va être pratique à fronder. Sur les périodes froides, ne frondez pas. J'ai envie de vous dire, favorisez une toute petite boule de rappel. À chaque fois, vous faites 3-4 gardons bien précises, le plus précis possible sur votre coup. Mais par contre, l'été, ça peut être hyper intéressant, après 1 heure et demie de pêche, de fronder régulièrement des asticots, même en pêche de gardon. Ça va à la fois vous les faire décoller, favoriser une concurrence alimentaire et vous permettre des fois
de faire beaucoup plus de gardons. Et surtout, ça va aussi déclencher des super pêches de rotangle s'ils sont dans le coin. Et ça, c'est vraiment génial sur les périodes très chaudes. Je pense à des pêches à l'anglaise que j'ai fait, mais ça m'est arrivé plusieurs fois en pêche au cou. Et même en concours. Un concours très dur, je me rappelle plusieurs concours que j'ai fait avec mon papa en américaine, où on a réussi à se différencier à la milieu du concours, parce qu'on s'est mis à fronder et à pêcher à tire d'eau. Les poissons ont décollé, c'était une autre type de population, donc sur des rotangles, et ça nous a permis deux fois de passer de 4-5 de la dizaine à la gagner, et puis 2 ou 3 fois faire 2 ou 3e de cette dizaine. Donc ça c'est cool, la dernière heure de pêche de ce concours. Voilà ce que j'avais à vous partager et on va attaquer la 3e partie sur les brochets. Comment pêcher les brochets? On rattaque quand, où, comment et les appâts. Le brochet va être un carnassier. C'est lui qui va chasser. Il va chasser en permanence? Non, pas le brochet. Le sandre va chasser un petit peu en permanence par plaisir. Et au-delà même de manger, le sandre est capable de choper un poisson, le manger, mais également de choper et le laisser, entre guillemets, c'est un tueur par plaisir. On va voir l'axe du brochet et le fonctionnement des brochets. Le brochet est une espèce hyper intéressante parce que c'est le premier à se reproduire dans l'année. C'est pas pour rien, à votre avis. Il va attaquer sa repro dès janvier, février, et donc être ultra fort et déjà balèze, costaud, quand tous les autres espèces vont se reproduire. Donc tous les petits fingerlings qui sont entre 4 et 7 cm, déjà ils se font dégommer par tous leurs frangins, frères et sœurs, durant février, mars, avril, parce que les autres espèces ne sont pas là. Donc il va se bouffer entre eux et le brochet va bouffer les autres d'une manière incroyable. Et du coup, quand il a bouffé presque tous ses concurrents qui ne s'est pas fait bouffer par ses parents, le brocheton entre mars et avril, il va commencer à attaquer les jeunes alevins en avril, mai, juin, de gardons, d'ablettes, de perches même, mais il va attaquer même par les perches avant qui vont se reproduire en avril, puis tout ce qui va être gardon et hôte va être plus sur mai et juin. Et bien là, eux, ils sont prêts, ils font entre 6 et 10 cm, et c'est pour ça qu'un alevin de brochet, mais il fait 5-6 cm, il passe à 15-20 en presque 2 ou 3 mois, quoi, tellement il s'est gavé. C'est énorme, quoi. Un alevin de 22, en fait, il peut avoir que 4 à 6 mois. À l'inverse d'un gardon de 22 ou 25, il va déjà avoir 2 ou 3 années, le gardon, vous voyez. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant à comprendre avec ce brochet. Quand le pêcher? Eh bien sûr, on va à la pêche toute l'année et on apprécie de pêcher toute l'année. Néanmoins, il va y avoir des moments où ça va pas mordre. Et ouais, parce que le brochet va être entre guillemets un poisson irrégulier dans l'alimentation. Même si sûrement il doit y avoir des choses hyper intéressantes à comprendre entre la pression, la lune, les déplacements des populations ou la qualité de ces poissons en eux quand les brochets les bouffent, ce que ça leur apporte, ça peut être hyper intéressant. Mais là, on commence à rentrer beaucoup trop dans le détail. Donc j'espère d'ici quelques années sur cette chaîne, ça va être des réflexions ultra intéressantes, mais on n'en est pas là. Donc en fait, on va le pêcher toute l'année, mais c'est pas pour ça qu'on va en avoir toute l'année. En gros, ce que j'ai remarqué, des fois on fait des cartons, c'est hallucinant. On peut mettre n'importe quelle heure, il se met quand on est dedans le bon jour, même j'ai envie de dire pas forcément sur la notion de où le bon endroit. Non, c'est si c'est le bon jour, il va sauter sur tout ce qui bouge presque entre guillemets. Néanmoins, dans les appâts sûrs, il y a quand même 2-3 choses intéressantes à avoir dans sa caisse. Par contre, sur des moments 6, 8, 10 jours, il ne va pas mordre du tout. En fait, il s'est gavé, il se place à un endroit, il est tranquille, il digère. Surtout si un brochet de 50 vient de s'avaler un brochet de 40 ou de 45, il digère tranquille quelques jours. Donc c'est pour ça que sur des périodes, c'est très compliqué de faire du brochet, mais vous découragez pas. J'ai envie de dire presque si vous vous focalisez sur un moment, c'est vrai que des fois ça peut être un peu plus long, mais si vous pêchez tout le temps le même étang tous les jours, favorisez les pêches du matin, 5h du mat, 9h, et puis le 11h, 13h, c'est aussi intéressant pour le brochet. Le soir reste excellent bien sûr. Mais si vous favorisez tous ces matins ou tous ces midis, forcément que sur 2 ou 3 semaines, vous allez tomber sur 1 ou 2 journées de frénésie. Mais vous pouvez aussi tomber sur 8-10 jours sans avoir du tout un brochet, parce qu'ils sont gavés, ils digèrent, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ce n'est pas le moment de manger.
tout simplement. Allez, comment pêcher les brochets maintenant? Où la zone? Eh bien, ça va être plus sur les bordures de berge ou dès qu'il y a des zones de cache. Parce que bien sûr, vous allez pouvoir pêcher un brochet en pleine eau, mais s'il n'y a pas de cache, c'est pas forcément là où il va vivre. Donc c'est là où il y a, pour cette pêche du brochet, la notion de est-ce qu'ils mordent et ils sont partout, ou est-ce qu'ils ne mordent pas et ils sont sur leur biotope, sur leur milieu de vie où ils passent toute l'année avant de sortir chasser. Même si maintenant ça devient hyper intéressant avec les années et l'expérience, c'est que des fois sur des étangs, le brochet va venir se placer devant des pêcheurs au cou. Tellement ils sont devenus fainéants entre guillemets, ils attendent que les blancs repartent à l'eau pour les choper. Ouais, c'est un peu fainéant ces brochets, hein. Mais c'est un poisson hyper intéressant à pêcher à la touche, ça nous met une bonne petite cartouche, donc c'est vrai que c'est assez génial. Allez, maintenant, comment les pêcher? Comment pêcher les brochets? Généralement, on va être sur une pêche de lancer ramené, donc canne carnassier. Vous allez avoir du spinning, canne casting, canne spinning. On peut les pêcher à la verticale, même si généralement le vertical, ça va plus être assimilé à des perches de perche ou de cendre. Ça peut également forcément marcher si le brochet est dans le coin. Mais on va plus être sur du lancer ramené. Là, on va parler plutôt d'appâts différents ou de leurres différents. Il va y avoir tout ce qui est cuillère tournante, cuillère ondulante, des petits leurres à manier en lancer ramené, type le petit leurre à truite qui vont exister évidemment pour le brochet, sur toute taille, sur toute forme, du crank, du jirbet, ça va marcher et ça va être des nages différentes entre ces techniques proposées pour stimuler une attaque de brochet. Parce que c'est ça en fait ce qu'on fait également avant de pêcher le brochet, c'est qu'on cherche à présenter le bon leurre au bon endroit forcément, mais pour lui déclencher une attaque. Ok, ça passe là où je suis, j'ai peut-être pas forcément envie de bouffer, mais me fais pas chier ici, hop, je vais te dégommer. Il y a un peu cette notion-là. Et dans comment pêcher les brochets, eh bien vous avez ces notions de leurre à prendre en compte et à vous entraîner là-dessus. C'est pour ça qu'on va attaquer pas mal de sorties brochets. J'ai la chance d'être en Corrèze. Si vous voulez venir juste derrière moi, donc c'est mon lieu de vie où je vous accueille éventuellement sur ce carpodrome, mais nous sommes en Corrèze et dans un rayon de 40-45 minutes, on peut se déplacer sur plein de rivières, 3 lacs, pour pêcher notamment ces brochets et c'est assez riche dans les rivières en brochets, en plus des truites. L'avantage de la Corrèze. Et on finit cette troisième partie de vidéo avec comment pêcher des brochets avec les appâts, donc que je viens de vous aborder, mais pour tous ceux qui sont restés jusque là, l'avantage c'est qu'on va parler des appâts sûrs, entre guillemets, les leurres à ne pas louper, de ne pas avoir dans votre boîte. Pas très français ce que je viens de dire, c'est pas grave, on va la laisser. On va parler d'une cuillère ondulante, la Lusox classique MEPS en 2-3. Vous voyez, c'est cette cuillère un peu, pas forcément droite, mais ondulée comme des ailes un peu cassées au centre de ces plats, 2 petites ailes un peu cassées sur le côté. Vous en prenez une en doré, une en argent, en 2 ou en 3. Moi, c'est vrai que la 3 elle passe bien, mais la 2, même sur du beau brochet, ça déclenche un peu plus de touches en étang par rapport à la 3. Et le petit pompon rouge derrière. Ça ne mord pas au brochet. Vous avez bien testé tous vos leurres. Il est entre midi et demi et 1h. Vous êtes prêt à partir. Vous sortez la Lusox. Généralement, là, on pique un brochet sur l'heure du midi et ça fait vraiment plaisir. Après, quand on est sur une période où ça mord relativement bien, on va favoriser des leurres souples. Il y a une série de leurres exceptionnelles et 2-3 marques vraiment qui font la différence. Je vais vous développer tout ça sur cette chaîne. On en parlera dans le développement et l'approche des articles et des matériels de pêche que je vais vous développer. On en parlera également évidemment dans le brochet en termes de canne, de moulinets, mais surtout d'appât, donc de leurres artificielles. Il va y avoir 2-3 incontournables avec les twists pour la perche en jaune, qu'on va retrouver un peu cette logique sur de la grosse virgule jaune pour le brochet.
quand c'est dur, une belle virgule sur une grosse tête plombée ou sur un texan, c'est hyper intéressant quand c'est dur. Et après, il y a des leurres que je vais vous partager, des belles références. Et pareil, en termes de leurre dure, en termes de lancer ramené, Savagir font des très bons produits. Et c'est vrai qu'on va aborder tout ça un peu plus dans le détail avec d'autres marques. J'aime bien, moi, sur des périodes difficiles, l'été par exemple, 2-3 modèles en salmo, un fluo et un classique, qui ont des leurres hyper intéressants d'un point de vue qualité de leurre. Mais après, c'est vrai qu'il y a plein d'autres leurres qui vont faire du bruit, des billes, pas de billes articulées, qui vont avoir des nages aussi hyper intéressantes en fonction des saisons. Voilà pour cette vidéo, comment pêcher les carpes, les gardons et les brochets. C'était une énorme vidéo de présentation et d'introduction de ça. On va développer d'autres vidéos sur cette chaîne, donc merci beaucoup de continuer de partager autour de vous toutes ces vidéos. Faites de vos rêves votre vie. Salut!